Après la pause, on revient pour la suite avec nos chers invités. Et Sokwamivi à Clesso et Rodrigue Ahigo, on parlait de la République sud-africaine et le soutien de l'ANC, le parti au pouvoir, au président Cyril Ramaphosa dans la procédure de destitution. Rodrigue avait la parole. Ah oui, bien sûr, je donnais l'exemple du Ghana, où ce problème, en partie, on arrive à régler ce problème avec l'indépendance et la force des institutions de la République, y compris la qualité de la justice, une justice non instrumentalisée. Vous savez, aujourd'hui, quand on va citer quelqu'un, ministre fut-il, dans des affaires de malversation, c'est automatiquement la justice qui s'auto-saisit et la procédure suit son cours. D'accord? Je peux également donner l'exemple de la France, même si c'est fait souvent en différé. Vous avez vu l'affaire de ce ministre-là qui a pris l'argent du contribuable pour aller acheter un ticket, un billet d'avion dans un premier temps, et puis un ticket pour que lui et son fils puissent suivre un match. Il a été attaqué par la justice. Vous voyez par exemple le président Nicolas Sarkozy dans les mailles de la justice aujourd'hui. Donc aussi on a vu l'affaire Jérôme Cahuzac également, en France également. Donc aujourd'hui, si on ne rend pas fortes les institutions dans nos États et que la justice n'est pas, ou bien la justice est instrumentalisée, on ne peut pas régler ce problème-là. Si les institutions étaient fortes en Afrique du Sud, je ne pense pas qu'il y aurait affaire de tel va attendre tel. Non, c'est une procédure qui est enclenchée et la procédure doit suivre son cours. Maintenant, ce sont des cas d'école et pour les autres pays, on doit pouvoir arriver à cela. Nous sommes le seul continent, pas le seul continent, c'est vrai que ça se passe ailleurs aussi dans d'autres États, mais quand vous voyez par exemple nos pays, nous sommes pratiquement un peu ces pays-là dans lesquels, lorsqu'on arrive dans l'administration publique, parce que être président de la République, c'est être fonctionnaire de l'administration publique sur un temps. D'accord? On n'est pas le dieu de ce pays-là. On est payé par l'argent du contribuable pour servir. C'est l'impression que vous avez au niveau de certains chefs d'État. Oui, bien sûr, qui pensent que les pays sont leur propriété privée. Qui pensent que le trésor public, c'est leur porte-monnaie personnel. Et qui en disposent comme ils le veulent. Et ça pose un énorme problème. Regardez par exemple, moi j'ai suivi plusieurs fois, on nomme un ministre et il va aller organiser une messe de remerciement à Dieu. Parce qu'on l'a nommé ministre, mais on te nomme pour servir un pays où tu ne vas plus faire tes affaires si tu étais un homme d'affaires. Ce qui te permettait de gagner, tu ne peux plus le faire. Peut-être que c'est pour demander à Dieu de l'aider à faire les affaires du pays. Non, ce n'est pas ça. C'est parce que quand on nomme les gens, ils pensent que c'est la cabane d'Ali Baba qui est ouverte et que c'est parti pour l'enrichissement illicite. Les gens, regardez tout simplement le train de vie. On sait comment les gens viennent. Et après, quand on voit par exemple le train de vie, on se pose des questions sur même l'émolument du ministre à la fin du mois, l'émolument du député à la fin du mois et le train de vie de ce dernier-là. Vous voyez par exemple les présidents, on a donné l'exemple d'un président, j'oublie le nom du pays, qui a même renoncé à son salaire. Il vit retranché quelque part dans sa ferme. Et puis, il ne s'achète pas en Amérique. Il n'achète pas des habits, n'est pas dans l'extravagance, mais il travaille pour que les populations de ce pays qu'il dirige là puissent manger à leur faim. C'est de cela qu'il s'agit. C'est de cela qu'il s'agit. Mais excusez-moi, aujourd'hui, s'il y a des grincements de dents dans les pays, c'est parce qu'à un moment donné, mais il y a trop de facilité. Et c'est avec l'argent là qu'on ramasse, avec lesquels on garnit les comptes offshore dans les paradis fiscaux là, qu'on se prend pour les tout-puissants, les dieux sur terre, pour décider de la vie ou de la mort des citoyens. Et j'élève la voix contre cela. Alors, coach Sokwamivi à Clesso, on voit cela au sein de l'ANC. Récemment, c'est l'ancien président Jacob Zuma qui a taclé l'actuel Cyril Ramaphosa. Il disait que c'est un corrompu d'ailleurs, l'actuel président. Alors, ces images, tous ces événements qu'on voit au sein de l'ANC ne risquent-ils pas de fragiliser véritablement le parti de Nelson Mandela? Vous voyez, en réalité, il y a une sorte de nos traditions
un côté de nos traditions que les gens utilisent dans leur terrain. Peut-être on pouvait dénoncer ces choses, mais les gens vont dire qu'en Afrique, le chef, on ne fait pas patati patata et que entre eux, s'ils font ça, c'est en face des Blancs. Ce sont des choses qu'ils vont se dire et les gens vont le faire. Et d'autres aussi, pour sauvegarder leur bien, ça se fait ainsi. Mais le vrai problème, nous devons aller au fond pour trouver comment résoudre ces problèmes. Le problème, c'est que vous voyez, quand il y a les élections législatives, la population préfère voter quelqu'un qui a les moyens que de voter quelqu'un qui est sain, quelqu'un qui a la probité morale pour gérer les choses. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que dans le Parlement, il faudrait qu'il y ait des coiffeurs, il faudrait qu'il y ait des gens, des artisans, il faudrait qu'il y ait chaque pan de la population. Comme ça, quand les décisions doivent être prises, on les prend plutôt honnêtement et sérieusement. Maintenant, vous prenez quelqu'un qui a des soucis de fructifier ses affaires. Quand il vient, c'est normal qu'il va faire des bêtises encore. Mieux encore en Afrique du Sud. Vous voyez le ferme que les présidents ont. Moi, je ne sais pas pourquoi un président, quelqu'un qui est déjà dans l'ANC et qui a ses biens, pourquoi on ne pouvait pas contrôler ses biens avant qu'il n'aille au pouvoir? On laisse la personne vient faire ce qu'elle veut et après ils disent que j'avais ceci, j'avais cela. Nos problèmes africains, Rodrigue a essayé de le dire, le problème des pays africains, c'est que nous avons créé un mal en pensant que le président est le tout-puissant de la République. Et ce mal nous poursuit et ça gangrène nos relations. Si par exemple, en Afrique, on nommait comment on les appelle, les magistrats à vie. Je parle de ceux qui sont en Cour constitutionnelle, Cour suprême, où le président n'a plus le pouvoir de les destituer quand il le veut. Je pense que le magistrat rendra un jugement sérieux et honnête. Mais étant donné que le magistrat dépend de l'approbation du président, s'il n'est pas de son côté, on va le destituer. On a connu ça avec la Centrafricain, la dame là a refusé que le président tapote la constitution. Elle a été destituée. Maintenant, si on avait adopté comme les Américains, ce sont des magistrats à vie, sauf qu'il meurt, on le change. Je pense qu'on ne pouvait pas là-dessus. Elle va faire bien son boulot. Et ce qui est chez nous ici, c'est que tout le monde veut grossir son ventre au détriment de la population. D'abord, c'est vrai que Cyril a évoqué le cas du président sud-américain là, ou latino-américain qui a décidé d'avoir un train de vie. Ça aussi, ce n'est pas protocolaire aussi. Vous voyez, un président peut vivre bien, décemment, mais quand même assurer une bonne vie à sa population. Il y a une image qu'on demande à un président, il y a une statue, un statut qu'on demande à un président. Ce statut, quand tu l'as, tu es obligé de te conformer comme président. On ne veut pas que les gens voient tout. Vous voyez, et Karl Marx a écrit que même dans le socialisme pur, qu'on ne s'attend parce que le dernier maillon de la société et le premier maillon de celui qui dirige le pays est le même niveau de vie. Ça ne peut pas être jamais comme ça. Maintenant, ce que nous demandons, c'est que nos présidents, je ne vais pas évoquer le nom de quiconque ici pour le moment, quand vous voyez, il y a une manifestation, tous les ministres y vont, et ça pèse sur le budget de la population. Non. Il y a de la culture. Au lieu que le ministre de la culture aille tout seul, on prend tous les lots. Je prends le cas du Togo, presque au-delà de la moitié des ministres y vont. Finalement, vous avez... Oui, j'ai évoqué le nom parce que non, on veut changer les choses, et ça pèse sur le budget. Alors que si le seul ministre de la culture y va, ça ne pèse plus sur le budget. Et tous ces déplacements, toutes ces choses concrètes, ce sont des dépenses des contribuables qui vont comme ça. Donc, pour revenir à ce que Cyril et Rodrigue a dit, je pense que si on met dans nos têtes de la vie de la population, on doit d'abord réduire le train de vie des ministres et leurs émoluments aussi, les réduire, parce qu'il y a des ministres au Togo ici qui sont au poste ailleurs et qui sont également ministres. Ça ne veut pas dire que ce sont des aussi en Afrique du Sud, puisque nous sommes... Non, puisque ouais, de Nelson Mandela. On ne s'associe pas, mais c'est que le mal, quand tu penses que c'est l'autre, ça regarde que l'autre, ça arrive chez toi également. Je pense qu'on peut régler le problème du Togo en se basant sur le problème sud-africain et régler les choses. C'est ce que je suis en train de dire. Pourquoi ne pas avoir déjà, il y a des promotions, pourquoi ne pas donner des postes aux gens au lieu de laisser une seule personne accumuler ces opposants? Je pense que ce sont des choses là qui créent le problème en Afrique du Sud. Et quand vous avez vu dans les années 2010, pour ne pas dire vers 2015, il y a eu ce problème où on a dit, comment on appelle le président, je pense que c'est Thabo Mbeki qui est venu avant Jacob Zuma, qui a créé tout un temps. Après Jacob Zuma. Avant Jacob Zuma. Avant Jacob Zuma, il a créé tout un tas de problèmes à tel point que les Noirs, même qui l'ont élu, il les a martyrisés pour l'avantage des Blancs. Et il y a comment on appelle le Zoulou natal, comment on appelle le Milo là. Les gens se sont levés contre ça. Mais finalement, c'est qu'il a dit que
il faudrait qu'il y ait un équilibre entre blanc et noir. C'est pourquoi elle fait. C'est pour dire que les politiques mentent à longueur de journée à la population pour faire des actions qui ne sont pas bien. Je dis que le monsieur qu'on accuse actuellement, moi je dis que si on veut dire la vérité, il a d'abord éclaboussé l'image de l'ANC. Et comme Rodrigue le dit, peut-être que l'ANC veut bien voir pour voir qui peut le succéder. C'est pourquoi ils ont demandé l'ajournement de la lecture du rapport. Sinon, moi je pense que quand quelqu'un salit l'image d'un parti politique, il faudrait l'évincer pour que ça aille. Parce qu'on est en train d'encourager les autres à venir. Faites comme cela parce qu'il y a déjà le président. Quand on veut t'enfermer, tu dis, gars, tel président avait fait, c'est pourquoi je le fais. Donc, il faudrait qu'on arrive à assainir les partis politiques. Je ne dis pas qu'il faut vilipender les gens quand ils n'ont rien fait. Mais il faudrait réellement faire les choses. Pas parce que Jacob Azuma est contre Cyril Ramaphosa, mais c'est parce que Ramaphosa a caché des choses et c'est le chef de service de l'Afrique du Sud qui a mis le projet, qui a mené le dossier au niveau de la justice. Ce n'est pas Jacob Zuma. Donc voilà ce qu'on peut dire pour le moment. Et pour finir, puisque les gens demandent à ce qu'on fasse des propositions, moi je pense que ce qu'il faut faire, d'abord la déclaration des biens a manqué dans cette affaire. La déclaration des biens que l'on possède, comment on a eu, qu'est-ce qu'on a eu à faire comme travail dans sa vie, combien on gagnait et comment est-on parvenu à ramasser tout ça. Accroché à cela. Et il faut commencer par la déclaration des biens, c'est très important. Maintenant, la déclaration seule ne suffit pas. Si quelqu'un dit, j'ai acheté telle voiture, il faut déjà voir, il a commencé par travailler à quel âge, il gagnait combien et où, quelles sont les preuves et comment a-t-il fait pour ramasser tous ces biens. Sans oublier qu'ils sont sortis de prison en 1994. Il y a des enquêtes de moralité qu'on mène aussi. Donc à côté de cela, en dehors de ça, je pense qu'il faut donner force aux institutions de la République et surtout à la justice qui doit faire son travail. Je suis d'accord par rapport à la situation des magistrats parce que cela pose un énorme problème dans nos États où les gens sont obligés de faire allégeance à des gens qui les ont nommés alors qu'en réalité, eux tous sont au service du contribuable des différents États. Allez, vous gardez la parole, Rodrigue. On va parler du Mali. Le Premier ministre, ou bien l'ancien Choguel Kokala Maïga, a repris service ce lundi 5 décembre après avoir passé 4 mois de repos médical. L'annonce a été faite par le gouvernement malien. On va écouter l'ancien Premier ministre, ou bien Choguel Kokala Maïga, et puis l'autre Premier ministre, Abdoulaye Maïga. Je suis revenu à vous aujourd'hui grâce à Allah, grâce aux bénédictions de tout le monde, grâce à mon moral de fer qui a été entretenu par le président de la transition et ses collègues de la rectification, je dis bien civils et militaires. Ces 4 mois de période d'intérimaire qui ont été pour moi 4 mois de stage. Je dois être très honnête avec vous, j'ai énormément appris. Je pense que quelque part, si le gouvernement fonctionne, c'est grâce à des centaines de personnes invisibles qui sont à la primature que nous ne voyons pas beaucoup. Mais nous savons honnêtement que vous travaillez d'arrache-pied avec beaucoup d'abnégation. Alors, Rodrigue, on vient d'écouter les deux. Maïga, si on peut le dire ainsi. Alors, vous avez sans doute un sentiment, hein, le fait de revoir l'ancien Premier ministre, Choguel Kokala Maïga, après tout ce temps de repos. Oui, j'avais écrit sur une plateforme la dernière fois parce qu'en lisant un article, j'ai compris qu'il y a eu une sorte de confusion qui se fait. Au fait, en réalité, il n'y a pas ancien Premier ministre ou nouveau Premier ministre. Il y a un Premier ministre qui a été souffrant et il y a eu son intérimaire. Aujourd'hui, il est apte à reprendre son poste et il est revenu pour reprendre effectivement. Mais vous devez savoir que derrière ce schéma qui se dégage, quand on lit bien, il y a l'autre qui a dit les 4 mois, j'ai beaucoup appris, ça a servi de stage pour moi, etc. Ça m'a aguerri. Il a joué une carte d'humilité et c'est plaisant, c'est très bien. Et quand vous prenez l'autre, il y a une confiance et une carrure qui se dégage et qui sous-tend son retour d'ailleurs parce que sa place dans le fonctionnement actuel ou la machine actuelle du Mali face aux défis qui continuent de se multiplier, je pense que sa présence était nécessaire pour qu'on ne dise pas que les militaires sont en train de diriger le pays, mais que c'est un partage entre militaires et civils qui se joue pour
d'ailleurs permettre au peuple malien de se retrouver dans ce schéma de départ-là qui a été établi depuis le second coup d'État qui a permis à Assimi Goïta de prendre le pouvoir. Et donc c'était très important parce que moralement, les gens ont besoin de sentir quand même la présence de Choguel Maïga, même si Abdoulaye Maïga a fait son boulot, il a bien assuré, il a gardé, il a maintenu le timbre linguistique reconnu donc, à la tribune des Nations Unies, il a maintenu quand même le timbre linguistique parce que vous voyez les différentes interventions sur de Choguel Maïga sur les médias, vous allez comparer, quand vous comparez, vous voyez que le timbre n'a pas changé. Donc on est dans un schéma, dans un mécanisme et ça joue à la riposte. Et donc, il était bon temps que Choguel revienne, surtout que sa santé le permet aujourd'hui. Et cela voudra dire que le Mali est en train, ou s'est remis dans son schéma initial pour poursuivre cette bataille-là, cette bataille multiforme là, qui se joue à la tête de ce pays-là, qui semble aujourd'hui faire un combat que tous les Africains murmurent depuis des décennies. Et que presque tous les Africains apprécient. Ou bien, comme il vit à Clesson, vous savez comment certains Maliens sont accrochés au premier Choguel Kokala Maïga. Cette nouvelle est une bonne nouvelle pour le Mali. Et surtout, on a entendu des choses. Il serait garé pour les présidentielles à venir. Ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Il était un peu souffrant, il revient en puissance. Il y a deux manières d'avoir un intérimaire. Soit le poste est vacant parce que la personne est décédée, soit parce que la personne est malade. Mais comme je le dis, moi je suis consultant et coach dans mes développements. Je préfère qu'on fasse la promotion de la jeunesse et de tout le monde. Donc, Choguel Maïga n'est pas la seule tête bien faite. Il n'est pas éternel. Oui, il n'est pas la seule tête bien faite dans le pays, là, étant donné, Rodrigue a fait les démonstrations, étant donné que les recours linguistiques n'ont pas changé, les demandes n'ont pas changé. Donc, je pense que l'autre peut continuer jusqu'à ce qu'ils atteignent le but, sauf que c'est une opération de communication. Moi, je veux l'appeler ainsi. Peut-être que l'engouement ou l'intéressement que crée Choguel Maïga, on ne le retrouve pas peut-être chez celui-ci, même s'il a ce langage. Et aussi, Choguel Maïga était présenté comme celui qui défie la France et consort là. Peut-être que lui, celui-ci ne l'a pas fait en tant que tel. Parce que si on l'a vu à la tribune des Nations Unies. Il n'a fait que faire, il n'a fait que continuer la suite de ce que Choguel Maïga avait fait. Parce que de temps en temps, Choguel Maïga faisait sortir des tests incisifs. De temps en temps pour dire que la France a fait ci, nous a fait ça. Donc, et ceux qui sont dans une sorte de panafricanisme clanique, ou s'il faut le dire ainsi, ça leur plaît ainsi. Donc je pense que c'est comme si un général était là et les gens combattaient. Quand il était un peu souffrant, les gens ont désarmé ou l'ardeur a diminué. Il est revenu. Donc ça va encore porter plus la lutte de Mali au front. Donc c'est ce que je vois cela. Maintenant, est-ce que politiquement qu'est-ce que le Mali gagne dans cette histoire? Je pense que il y a peut-être les partenaires du Mali, les partenaires de bataille de Mali dans cette histoire vont resolidariser leurs liens, parce qu'ils se diraient que celui qu'on avait vu, on est venu, ce n'est plus lui et qu'il va aller. Maintenant, l'autre Maïga dit qu'il a fait stage. Donc, est-ce qu'on est en train de nous dire que prochainement il sera le premier ministre? Parce que quand on fait stage, c'est une sorte de stage. Il a dit c'est une sorte, c'est que l'expression stage en français veut dire que on fait stage pour un boulot donné. Donc est-ce que c'est lui le prochain premier ministre ou pas? Et ça je sais. Donc moi je prends ça comme la présidence de Mali actuellement a besoin de ce genre d'opération pour reconsolider ses liens avec la population ou bien ses compagnons de lutte et leurs partenaires. Donc ça s'est fait et je suis sûr que
en Occident, on aurait donné un repos éternel à Choguel Maïga pour vraiment aller se reposer et prendre son temps. Parce que repos éternel, c'est autre je ne parle pas de la mort. Quand je dis repos éternel, c'est pourquoi on lui aurait donné. Parce que quand vous voyez, comment on appelle George Washington, après l'indépendance, quand il a fait la lutte, il allait continuer son chant tranquillement. Et je pense qu'on a besoin de Choguel Maïga. C'est pourquoi. C'était après la lutte. Oui, c'est ce que j'ai dit après la lutte. Ici, la lutte Ici, continue. la lutte continue. Non, la lutte, c'est comme je dis, la lutte contre. Oui, ce qu'on voulait au Mali, je pense qu'au début, c'était le départ de la France. Et c'est consommé. Non. Donc, je pense que tout le reste de la liste, tout le reste de la liste est là. Et comme il m'a fait rire aussi, c'est une opération de com pour encore reconsolider le lien de bataille. Opération de com, Rodrigue Ahego, et surtout avec le premier Choguel Maïga. Alors, qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va bouger? Selon les informations que j'ai à mon niveau, je ne sais pas si certains l'ont, Abdoulaye Maïga serait devenu ministre de l'administration territoriale. Il y a un repositionnement. Il était déjà ministre de l'administration territoriale. Oui, Oui, c'était lui. Oui, ouais. Sauf que quand il est parti, il n'a pas cumulé. C'est ça. D'accord. Donc, vous comprenez que j'ai parlé, de la machine qui a repris sa forme avec le retour de Choguel Maïga. Chacun va pouvoir se concentrer sur son travail. Alors, aujourd'hui, les défis continuent de s'augmenter. Il y a la pression, la nouvelle pression envoyée par la CEDEAO qui donne l'ultimatum pour la libération des 46 militaires. Et ça, c'est aussi un autre travail à faire. Et vous savez qu'il y a eu, par exemple, des messages qui ont fait croire qu'il y aurait une certaine préparation à un niveau donné pour envoyer des forces armées sur le territoire à défaut de libérer les 46 militaires. Ça ne peut pas se faire, Rodrigue. Mais quelle sera la prochaine étape Quelle sera la prochaine étape avec l'ultimatum lancé parce que nous sommes des communicateurs. Peut-être des sanctions économiques. Oui, des sanctions économiques pour lesquelles on a déjà sanctionné la CEDEAO elle-même. Vous comprenez? Ou l'UEMOA doit se dire, puisque Choguel Maïga l'avait dit, les dispositions prises contre le Mali violent les principes de l'UEMOA. Et au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO, raison a été donnée. Voilà. Et donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, pour moi, le retour de Choguel Maïga dit qu'il y a d'autres défis et il faut que chacun puisse se concentrer et chacun puisse canaliser son couloir de transmission pour que le Mali puisse poursuivre sur sa lancée et relever ces énormes défis-là qui continuent de se multiplier. Alors, Rodrigue, c'est vrai, on ne parle pas de ça, mais coup de com', parce que s'il y avait coup de com', il y a le ministre des Affaires étrangères. J'ai parlé de timbre linguistique. Quand vous prenez Choguel Maïga, Abdoulaye Maïga, le ministre des Affaires étrangères, Assimi Goïta ne parle pas, mais ceux qui parlent, vous comprenez que ce sont des gens qui se complètent, qui sont sur la même longueur d'onde. Et le timbre, il n'y a pas d'oxydation démesurée. Donc vous comprenez que ce retour, à mon humble avis, n'est pas un coup de com', mais plutôt un Mali qui dit « Ah, attention, avec ce que les nouvelles donnent, il y a forcément quelque chose, il faut huiler la machine. » Et donc, comme cet élément-là est en forme aujourd'hui, on le remet dans la machine pour redéployer les autres forces sur d'autres pans. Avant de retrouver coach Aklessoa, c'est vrai que ce n'est pas le sujet, mais comme on parle du Mali, le président togolais a été envoyé au front. On sait qu'il a toujours mené cette médiation pour la libération des 49 militaires ivoiriens devenus 46. Alors, ce front pour vous, il est plus difficile. Le président doit réussir ou bien ce sont les Maliens qui doivent libérer les Ivoiriens? Écoutez, à mon humble avis, c'est une affaire qui regarde les Maliens et les Ivoiriens. D'accord? Parce que quand on reprend le découpement de toutes les informations qui ont circulé sur cette affaire-là, il y a encore des couacs. Qu'est-ce que ces militaires-là cherchent au Mali? Dans un premier temps, l'ONU n'a pas reconnu que ces militaires-là étaient comptés parmi les forces déployées sur ce terrain-là. Et tout le monde sait par quelle alchimie, plus tard, la communication a fait rétro-pédalage. Donc, il y a des non-dits dans cette affaire. Et vous vous souvenez qu'une délégation de la CEDEAO s'était rendue
effectivement à Bamako. Pour rencontrer Assimi Goïta et son équipe sur, bien évidemment, le principe de la libération de ces militaires-là. Mais au sortir de cette rencontre, aucune communication n'est sortie. Mais quand vous lisez dans le visage du président ghanéen et des autres, par exemple, vous comprenez qu'il y a certainement des choses qui ont été vues, qui constitueraient des éléments de preuve qui n'ont pas été révélés, puisque le Mali était dans l'optique d'aller présenter ces éléments de preuve devant les Nations Unies. Devant les Nations Unies, ils ont cherché la confrontation. Il y avait le ministre des Affaires étrangères qui avait pris la parole devant l'Assemblée des Nations Unies pour exposer là-dessus, et ça n'a jamais eu lieu. Donc aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous prenez au niveau des leaders d'opinion en Côte d'Ivoire, mais il y a certains qui disent que la carte jouée par Alassane Ouattara, que ce n'est pas une bonne carte et qu'il faille, par exemple, demander pardon, quelque chose comme ça. C'était la même chose également au Mali, Rodrigue. Au Mali, il y a des personnalités au Mali également qui disent que Assimi Goïta en fait de trop. C'est pour dire qu'aujourd'hui, cette affaire-là est une nébuleuse qu'on a du mal à comprendre. Et ça va être une mission difficile pour le président togolais. Mais, puisque vous avez fait le lien, moi, je me mets en mal de voir mon président qui maintient dans les prisons de son pays ses propres frères et les populaires, les femmes, etc. Parce qu'il y a la dame Leila, son enfant doit être en train d'avoir 3 ans aujourd'hui et elle passe 3 ans en prison. Elle allaitait l'enfant quand on l'a pris. D'accord? Il y a d'autres prisonniers politiques qui sont là et qu'on ne libère pas. Vous voulez parler du Togo? Bien sûr, je parle du Togo. Et qu'on prend le bâton de pèlerin pour aller commander la libération des militaires ivoiriens. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. C'est une bonne chose parce qu'on a vu en notre président une posture de quelqu'un qui a une certaine carrure, qui peut jouer à une certaine facilitation. Vous avez vu que depuis le départ même de cette affaire de la confrontation, le bras de fer entre la CEDEAO et le Mali, c'est lui qui est toujours au front et tout. Mais la charité bien ordonnée commence par soi-même parce que les Togolais doivent être fiers, totalement fiers de ce rôle que joue leur président en voyant leurs frères être libérés aussi. Allez, on va marquer la pause pour le journal. Coach, je vous le promets, vous allez prendre la parole juste après.